Il est heureux, il est content, ça marche très très bien, il s'occupe d'Ève avec beaucoup de plaisir. Et puis un jour, Adam, et pas seulement pour le serpent, pour la pomme, il commence à se fatiguer. Après 50 ans, les fonctions sexuelles diminuent, il est fatigué, il se demande pourquoi. Et aujourd'hui, quelques milliers d'années ou milliards d'années plus tard, on sait pourquoi. Ça s'appelle l'andropause. C'est quoi l'andropause? Eh ben, vous allez le savoir. Le demi-échec que je venais de subir, cette étreinte qui fut surtout une lutte acharnée contre le corps usé qui avait pris la place du mien et refusé de servir, avait multiplié la dépense nerveuse et m'avait laissé dans un état crépusculaire, où le chagrin lui-même manquait d'intensité, si bien que l'inertie sauvait les pensées du désespoir. Mes bras, mes épaules, mes cuisses entouraient de leur lourdeur un tarissement, une inexistence essentielle, un vide où la mort semblait être venue incognito au cours d'une tournée de prospection. Ces phrases sont tirées du merveilleux roman de Romain Gary, Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, et qui était justement, dont le sujet était justement cette espèce de perte d'activité, de force sexuelle, cette espèce de perte de sens, et ce n'est pas trahir un secret de dire que l'une des raisons du suicide de Romain Gary aura été peut-être aussi cette perte de masculinité ou autre qui l'a conduit à la mort. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'andropause? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que, de même qu'on parle de la ménopause chez les femmes, on peut parler d'un phénomène non pas similaire, mais équivalent chez les hommes? Professeur Harvis, vous êtes professeur d'urologie à l'hôpital Saint-Antoine, l'hôpital Tenon. L'andrologie, on le sait, c'est l'équivalent de gynécologie, on peut dire, pour les hommes, mais l'andropause, d'abord, est-ce que ça existe? Et si ça existe, qu'est-ce que c'est? Oui, bien sûr, l'andropause existe. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que le mot a été inventé avant que l'on ait trouvé exactement ce que cela recouvrait. Alors qu'est-ce que c'est que l'andropause? C'est simplement l'ensemble des symptômes qui sont liés à une baisse du taux de testostérone, c'est-à-dire de l'hormone mâle chez l'homme, en dessous de son seuil plancher. Alors, quand vous dites en dessous de son seuil plancher, c'est de son seuil d'activité normale, enfin de ce que peut fournir l'hormone mâle. Oui. Et est-ce qu'il y a un âge précis ou pas du tout? Ça peut se passer à des moments très différents selon les individus. Ça se passe, il y a une grande inégalité, ça se passe à des moments très différents. Chez des individus, ça commence à 48 ans, chez d'autres, ça commence à 65 ans. Et ça se traduit par quoi, surtout? Alors, d'abord, ça se traduit par... C'est rarement une baisse brutale, comme chez la femme, de la testostérone. C'est généralement une baisse très progressive et à une vitesse également très variable. Alors, ça se traduit par quoi? Alors, ça, Physiquement. Physiquement, vous avez évoqué dans votre introduction, vous avez fait allusion aux difficultés d'ordre sexuel d'Adam et de Romain Gary. Je ne fais pas de comparaison, hein, bien sûr. Mais en réalité, le champ d'action de l'hormone mâle est beaucoup plus vaste que simplement le domaine sexuel. Par exemple, pour prendre les muscles, enfin on connaît l'histoire des nageuses est-allemandes qu'on gonflait avec des hormones mâles, hein, et qu'on a complètement démolies. Il y a aussi à l'heure actuelle des gens qui font du bodybuilding, et pour faire du bodybuilding de façon satisfaisante, il faut se faire une injection par semaine d'hormones mâles. D'accord. Alors, ça veut dire que les muscles ramollissent, ça veut dire que... Voilà, ça veut dire que souvent les gens se sentent pas bien dans leur peau. Le footing, il faisait avant 2, 3, 4, 5, 10 km, et là, au bout de 500 mètres ou de 2 km, ils sont essoufflés. Et vraiment, ils ne se sentent pas bien. Je crois, c'est peut-être d'ailleurs le symptôme le plus fréquent. Alors, si en plus, effectivement, ils ont des difficultés d'ordre sexuel par-dessus, si je puis dire,
Alors à ce moment-là, ça n'arrange pas les problèmes. Ça n'arrange pas les problèmes. En fait, c'est une espèce de, on peut dire, Anthropos, c'est presque une mise en question un peu d'une certaine identité. On peut se poser la question, psychologiquement en tout cas. Un peu, et vous savez que chez l'animal, la testostérone a été surnommée l'hormone de l'agressivité parce qu'elle agit au niveau du cortex, donc au niveau du comportement. Eh bien, chez l'homme aussi, elle agit au niveau du cortex, et les gens qui viennent vous voir avec les symptômes que j'évoquais à l'instant se plaignent aussi souvent dans leur travail d'avoir moins d'agressivité, d'être plus baba, si j'ose dire. Hein. Et moins compétitif, oui, comme on dit aujourd'hui. Moins compétitif, et ils ont peur d'être virés parce qu'ils se sentent moins compétitifs, moins accrocheurs, et c'est tout à fait étonnant de voir ce qu'on obtient en leur donnant de l'hormone. Je veux dire, c'est un renversement complet de situation. Alors justement, on va en parler en seconde partie, peut-être de ce qu'il faut faire et de ce traitement par l'hormone. Je vais demander à Alain Palisse, que je remercie d'être là. Alain Palisse, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez senti à un moment donné, et je crois qu'on est là justement pour en parler, des symptômes de fatigue, ça a été un peu ça? Oui, tout à fait. En fait, moi, les symptômes qui ont été décrits par M. Harvis ont commencé vers l'âge de 35-36 ans. J'ai aujourd'hui 41 ans, donc j'ai, si vous voulez, subi l'ensemble de ces dérives, parce que j'ai appelé ça au début des dérives. Il y avait des symptômes très simples, comme cette fatigue, cette dépression, si vous voulez, latente, cette déprime latente qui faisait que il fallait montrer quand même un dynamisme au quotidien qui n'était pas qui n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais vécu quelques années plus tôt. Et les symptômes physiques qui ont été pour moi les plus éprouvants sur le plan de la fatigue, etc., ont été des symptômes liés à la miction. Des mictions fréquentes la nuit, de 2 à 3 fois, qui évidemment hachent le sommeil dans des conditions qui sont très éprouvantes pour le repos, on s'en doute. À partir de ce moment-là, bon, j'ai pris un certain nombre de contacts, j'ai vu un certain nombre de médecins. Je suis par ailleurs en bonne forme physique puisque l'ensemble des, si vous voulez, des examens que j'avais passés, paradoxalement, me laissaient insatisfait. Et c'est un jour, tout à fait par hasard, que j'ai entendu parler de ces problèmes liés à l'andropause. Vous en avez entendu parler par hasard, je crois, au cours d'une émission de radio. Oui. Et vous êtes allé consulter à ce moment-là? Je suis allé consulter, oui. Et on vous a dit, oui, c'est un phénomène d'andropause que vous... Ben, on m'a dit que c'était un phénomène tout à fait classique de vieillissement, enfin de processus de vieillissement, un processus de vieillissement. Pour en revenir à ce que disait M. Harvis, c'est vrai que c'est pas uniquement réduit aux problèmes sexuels. Les problèmes sexuels étaient tout à fait secondaires. Ils étaient plutôt liés, effectivement, à un comportement beaucoup plus agressif, si vous voulez, un retrait de ce dynamisme qui faisait que pendant toutes ces années, j'avais quand même été toujours relativement actif. Une fatigue, je me réfugiais beaucoup dans le sommeil, je me réfugiais beaucoup dans une sorte de mauvaise humeur permanente. Et c'était ce point-là qui finalement me chagrinait. Pardon, Monsieur Palisse, qu'est-ce qui vous fait dire que c'était pas une dépression, une forte dépression? Eh bien, parce que cette dépression, pour moi, n'avait pas, si vous voulez, objectivement de raison d'être. Et donc, le médecin, enfin les médecins que vous avez vus, vous ont, comme on dit, traité? Eh bien, les médecins m'ont traité, oui. Je suis passé par des phases assez compliquées, puisque il y avait des compléments divers, vitaminiques, d'acides aminés. Enfin, on m'a donné une panoplie, si vous voulez, de traitements qui ont été relativement contraignants, puisque je prenais jusqu'à 25 ou 30 médicaments différents par jour. Enfin, c'est médicaments où, je vais dire, dont l'innocuité n'est pas, probablement n'est pas prouvée, ou peut-être prouvée, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'était contraignant. Et aujourd'hui, on en parlera peut-être plus tard, aujourd'hui, bon, ben, l'ensemble de ce dispositif a disparu. Très bien, justement, on reviendra, on en parlera un peu de comment... Alors, docteur Deblède, vous êtes l'un des grands spécialistes aussi de l'andropause. Vous avez écrit, vous, justement, chez Albin Michel, notamment, vous avez écrit plusieurs livres, mais notamment chez Albin Michel, au-delà de cette limite, votre ticket est toujours valable. Vous avez pris l'envers du titre du roman de Romain Gary. Mais quand vous écoutez ce que dit M. Palisse, est-ce que, donc ce qu'on voit, c'est que ça peut être à tout âge, puisqu'il a commencé à ressentir des symptômes à l'âge de 35-36 ans, c'est bien ça, M. Palisse. Alors, au fond, on se dit, mais
qu'est-ce que c'est? C'est vraiment... bon, le professeur Harvis a expliqué à quoi c'était dû, mais est-ce que véritablement c'est quelque chose qui atteint tout le monde? Ou pas? Hélas, oui. Hélas, oui. Moi-même, je suis déjà androposé puisque je vais avoir 54 ans. Alors, en ce qui concerne le témoignage de M. Pallis, il faut relever, vous avez posé une question, vous avez dit, est-ce que vous êtes sûr que ce n'était pas une dépression? Eh bien, il y a un symptôme qu'il a décrit qui fait qu'il doit mettre la puce à l'oreille, il y avait en plus des symptômes urinaires. Alors, quand on est simplement déprimé, on n'a pas en même temps des symptômes urinaires. Et donc, ce phénomène, pour répondre à votre question, ce phénomène frappe tous les hommes un jour ou l'autre, après 40 ans. Donc, les phénomènes dégénératifs peuvent survenir à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Il y a des hommes verts, il y a des hommes qui sont en bonne santé, qui à 80 ans, et qui ont encore une certaine longévité. On connaît, oui. Oui, même de célèbres. Mais malheureusement, quand vous dites... il y a un échantillonnage, il y a les forts, les faibles, il y a toute une variété d'hommes. L'inégalité de la vie. Mais docteur Debled, vous dites, et je vous remercie de le dire aussi, parce que vous dites je suis androposé. Oui. Et ça s'est manifesté de la même façon que... Je suis tout à fait androposé depuis 15 ans. Donc, 15 ans. à l'âge de 39 ans, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui. J'avais pris une quinzaine... Parce que vous dites tous, excusez-moi, à 40, 50 ans, or là je constate que c'est 35 ans, 39 ans... Si vous voulez, il y a eu deux hasards en ce qui me concerne. Le premier, c'est que j'étais urologue et je m'étais intéressé, comme M. Harvis, à l'andrologie. Parce qu'il y avait des patients qui avaient des besoins de ce côté-là, des besoins fonctionnels. Alors, simultanément, on vieillissait, nous avons vieilli. Et cette andropause précoce, que j'ai vécue à 39 ans, s'est manifestée par deux phénomènes très précis. J'avais pris 12 ou 13 ou 14 kilos de plus que je n'ai maintenant. Et donc, je ressemblais un peu à mon grand-père. Je portais déjà des gilets avec la chaîne, vous savez, là, qui soulignait le ventre. Et du point de vue sexuel, un jour, ce fut la panique, parce que j'avais constaté la disparition, la quasi-disparition de mes sécrétions séminales. Alors ça, c'est choquant, parce qu'on se dit, j'ai 39 ans, on ne pense pas que la vie aura une fin. Eh bien, là, c'est déjà un symptôme très, très, très important. Comme je pratiquais déjà ce métier, donc je le pratique depuis 20 ans, et je le pratiquais depuis 4 ans à ce moment-là, je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, ben ça y est, mon ami, tu y es. Et, tu as passé le cap, tu as traversé le miroir. Tu y es. Et j'ai fait ma prise de sang comme je faisais pour mes patients. J'ai découvert des taux de production effondrés. Et j'ai donc commencé à me traiter. Je suis en traitement depuis 15 ans. Donc, sans interruption. Votre hormone mâle, les taux de testostérone, etc., vous avez constaté qu'ils étaient en chute libre. Ils étaient en chute libre, bien entendu. À l'époque, c'était la chute libre du taux de testostérone qui était significatif. Là, on ne peut pas se tromper. C'est quelque chose qui est admis par les endocrinologues, par les andrologues du monde entier. On va en parler avec le professeur Bouchard. Mais depuis 20 ans, le diagnostic s'est affiné et maintenant, on peut faire le diagnostic biologique, si vous voulez, dans la chaîne de réaction des androgènes qui est un petit peu plus complexe que le simple effondrement du taux. Alors, on va en parler, mais en tout cas, bon, ce que vous dites montre qu'effectivement, ça peut se passer à tout âge. Vous êtes observateur privilégié, puisque vous êtes à la fois spécialiste et observateur, et donc, je veux dire, acteur, si on peut dire de cela. Alors, vous dites qu'il y a des hommes verts. Je crois que nous avons sur le plateau Jean-Luc Millet. Jean-Luc Millet, vous êtes conseiller en assurance. Vous avez 53 ans. Oui. Vous... Même âge. Même âge, exactement. Et vous, apparemment, ces problèmes-là, vous ne les connaissez pas. Jusqu'à maintenant, non. Je touche du bois, hein, peut-être que... Je me suis jamais posé la question, et en tout cas, finalement, moi je suis d'un avis totalement contraire, parce que moi j'ai l'impression que tout ça est quand même très psychologique ou très psychique, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression que, comme dit M. Debled, si évidemment on commence à se dire à 39 ans, ça y est, c'est foutu, il n'y a plus rien, je pense qu'on accélère, compte tenu de l'influence quand même du psychisme sur le physique, qu'on peut accélérer le processus. Oui. Bon, alors,
Vous n'avez aucun problème. Alors, d'une part, j'ai aucun problème, mais si jamais, parce que, bon, je veux dire, on peut toujours avoir, même à 20 ans... non, je ne parle pas de certains fiascos passagers. Voilà. Moi, je crois que d'une façon générale, mais pour la maladie en général, il y a des gens qui sont perpétuellement malades et qui vivent dans la maladie, et d'autres qui, au contraire, se disent « non, c'est rien, ça va passer ». Bon, moi, j'ai la chance de ne jamais être malade. J'ai été pendant plus de 15 ans de ma vie en Afrique, je n'ai aucune maladie, je me fais 2 fois par an des analyses très sérieuses de sang, de tout ce que l'on veut. Je suis... enfin, tout est parfait, j'ai un petit peu de cholestérol, comme beaucoup de personnes d'un certain âge. Oui, bien sûr, voilà. Bon, mais cela dit, c'est vrai que tout va bien, mais quand j'ai, ne serait-ce qu'un rhume de cerveau, bon, je pratique un certain nombre de techniques, dont on parlera peut-être, bon, qui font que ce rhume reste 24 heures. Au bout de 24 heures, il est passé. Et je pense que c'est pour tout pareil. Tout ce qui concerne, en tout cas, ce que nous sommes capables de produire nous-mêmes. Hein. Je ne parle pas de... Donc pour vous, oui, pour vous, c'est une question, c'est presque... Oui, d'ailleurs, vous vous dites, quelque part, c'est comme la maladie, il ne faut pas y céder. Si on n'y cède pas, l'entrepose n'existe pas. Pour moi, oui, complètement. Et ça, j'en suis convaincu, et je le prouve, enfin, je veux dire, mais je le prouve que ce soit pour ça ou pour d'autres choses. Et contrairement à ce que disait monsieur tout à l'heure... oui, c'est que je crois également que le dynamisme des gens vient aussi des motivations. Il y a des moments peut-être où on perd confiance en soi, où on n'a plus les mêmes motivations. Et c'est vrai que tout ça est un peu comme un château de cartes, ça s'est relié. S'il y a une carte qui commence à tomber, c'est vrai qu'après tout peut suivre. Mais si on réagit très vite, car je pense qu'il y a un problème de rapidité, et qu'on reprend confiance en soi, bah, tout va bien. Je demandais au docteur Janin. Docteur Janin, vous êtes généraliste, vous, et c'est intéressant parce que là, vous recevez, vous, donc des patients extrêmement divers, bien sûr. Est-ce que ce phénomène-là, on a eu, donc les spécialistes qui en ont parlé, on a eu 2 témoins, l'un qui ne se pose aucun problème, l'autre qui en a eu, et d'ailleurs 3 témoins, puisque le docteur de Bled également en a parlé. Est-ce qu'en fait, parmi les patients que vous avez, est-ce que c'est quelque chose qui se voit souvent? Ou est-ce qu'on vient vous dire souvent, peut-être on ne vous dit pas je suis androposé, mais les symptômes qu'on a décrits, vous les voyez souvent, vous les rencontrez souvent? Oui, c'est une question très intéressante, et le dialogue qui vient de se créer reflète tout à fait ce qui est vu dans les cabinets médicaux. Ça fait 20 ans que je suis installé, 20 ans qu'on entend ce double langage, tout est-il psychologique, tout est-il organique, avec une bonne petite pilule et tout repart. C'est une question que l'on entend régulièrement et qui nécessite justement l'avis de gens scientifiques qui permettent de savoir justement si des dosages vont permettre d'objectiver une maladie X ou Y. Excusez-moi docteur, mais qu'est-ce qu'on entend exactement quand ils viennent vous voir? Parce que c'est intéressant, c'est aux témoins que je fais appel là. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, ce sont des symptômes, à mon avis, qui ne sont pas du tout caractéristiques de l'homme de 40 ou de 50 ans. On voit ça chez la femme, on voit ça aussi chez les adolescents. Quand on parle de fatigue, quand on parle de difficultés sexuelles, de désintérêt au travail, de difficultés au sport, à mon avis, le médecin, en tout cas généraliste, ne va pas tout de suite se brancher sur l'andropause. Il va quand même, avant l'andropause, aller chercher bien d'autres maladies et faire un peu son travail d'enquête. Il a, mettons, je ne sais pas moi, une vingtaine de maladies à rechercher et ensuite savoir si c'est chronique ou si ça va durer 8 jours. Vous y croyez à l'andropause ou pas? Parce que là, il y a contestation légère, mais contestation. Alors, moi, je crois que ce qu'on me dit, hein, c'est-à-dire que je crois que si on parle d'andropause, c'est un mot scientifique qui doit relever de dosage scientifique bien fait, et je pense que parmi les gens de la quarantaine, vous avez des gens fatigués qui ont un taux de testostérone normal, ceux-là c'est donc pas l'andropause, et ceux qui ont un taux d'androgène très bas, c'est environ 10% je crois des gens. À ce moment-là, on peut essayer de traiter par les hormones mâles, mais je suis persuadé que ces hormones mâles ne vont pas tout résoudre. C'est pas en prenant la pilule que d'un seul coup on va redevenir à l'âge de 20 ans avec les mêmes espoirs et sans aucune difficulté. Je crois qu'il faut être prudent, il ne faut pas que ce soit la savonnette à vendre, prenez votre androgène et tout ira bien. Je crois qu'il faut être prudent. Bon, donc professeur Arvis, vous êtes d'accord, c'est pas la foire aux hormones mâles? Bien sûr, non, bien sûr, mais le confrère a tout à fait raison. Je veux dire, quand on voit arriver un patient dans son cabinet, c'est pas seulement, on se dit, tiens, celui-là, je vais lui faire tout de suite son dosage, me précipiter pour lui faire un dosage de testostérone. Il faut quand même regarder un tout petit peu l'environnement, ce qui s'est passé, depuis combien de temps ça dure, etc., etc. Bien sûr, je
partage entièrement son avis. Mais est-ce que, quand même, la question qui est posée au niveau psychologie ou pas, ce qui est tout à fait étonnant dans ce qui se dit actuellement, c'est quand même l'extraordinaire variété, effectivement, du point de vue que ce soit de l'âge ou autre. Et on se demande toujours, mais peut-être qu'on se demande parce que... On se dit aussi, quel est le facteur psychologique? Est-ce que le facteur psychologique, on ne va pas parler des maladies psychosomatiques, mais est-ce que ça joue un rôle ou pas? Absolument. Il faut distinguer des phénomènes fondamentaux. L'andropause, la baisse des hormones mâles, est un phénomène continu et qui tout le monde y passe avec le temps. Et non seulement, pour vous rejoindre, non seulement le taux d'hormones mâles diminue, mais le taux de production d'hormones thyroïdiennes diminue, le taux de production d'hormones surrénaliennes et encore d'autres hormones diminuent. En somme, il y a un programme qui se défait et l'homme de plus de 40 ans n'a plus les matières énergétiques qui lui permettent de maintenir ses structures. C'est un problème de fond. Et c'est une médecine qui agit en amont et pas en aval. Donc c'est une médecine préventive, d'une part. D'autre part, lorsqu'on parle du psychologique, et là je suis tout à fait d'accord, il faut encore séparer deux classes de patients, deux catégories. La première catégorie qui sont par exemple des jeunes, 30 ans, mettons 30 ans, avec les symptômes de difficultés sexuelles, troubles de l'éjaculation, troubles de la puissance, perte de la libido. Et lorsque l'on voit ces jeunes arriver... Mais vous leur dites pas, vous êtes androposé. Non, d'abord on les examine. Oui. Parce qu'il peut y avoir quand même, vous pouvez être jeune et avoir de petits testicules ou des testicules qui ne fonctionnent pas bien. Il faut le dire. Mais par contre, il y a des jeunes qui subissent une agression à un stress, des jeunes, des moins jeunes, mais je parle de ceux-ci, une faillite, un divorce. Et le stress peut être tellement intense que toute la production d'hormones mâles s'abaisse et rend ces jeunes vulnérables et dépendants de la société et de l'entourage. Et dans ces cas-là, il peut être très intéressant de faire alors un traitement, si vous voulez, un traitement qui va leur permettre de passer le mauvais cap. Et après, lorsqu'ils auront retrouvé une situation, une nouvelle épouse, on pourra supprimer le traitement parce qu'eux-mêmes auront des hormones ce sont les malaises dans la civilisation, évidemment, et qui se traitent autrement que les malaises de la testostérone. Quand cette situation se passe chez un homme androposé, c'est la toute grande catastrophe parce que non seulement il n'en sécrète plus les hormones, mais en plus il a le stress, il perd son travail, il perd sa femme, c'est la catastrophe. Juste un mot avant la pause. Professeur Philippe Bouchard, vous êtes chef du service d'endocrinologie de l'hôpital Saint-Antoine. Alors, ce qui s'est dit là, l'andropause au fond, est-ce que ça existe ? D'abord, je trouve que le terme d'andropause est tout à fait inadapté, parce que l'association avec la ménopause est tout à fait incorrecte. La ménopause chez la femme, c'est l'arrêt complet des capacités de procréation à l'âge de 50 ans en moyenne en Europe de l'Ouest. Plus d'hormones, plus de gamètes, plus d'ovocytes, plus de reproduction. Chez l'homme, c'est très différent. D'abord, on sait depuis des millénaires, si vous relisez la Bible et d'autres, que la capacité de l'homme à procréer est possible à un âge extrêmement avancé. Canonique même. Canonique. Ah, vous savez quel âge c'est canonique? Oui, c'est quoi? 40 ans. 40 ans. C'est 40 ans canonique? C'est 40 ans. Donc c'est bien, vous me donnez des choses. Aujourd'hui, c'est l'âge du teenager, 40 ans. Voilà, oui, d'après les canons. Alors, il y a deux problèmes, rapidement. Le premier problème, c'est que il n'y a pas d'arrêt de production des gamètes masculines à l'âge de 50 ans. Le deuxième problème, c'est qu'il est vrai, comme mes prédécesseurs l'ont dit, qu'il y a des perturbations hormonales de la sécrétion de testostérone chez l'homme, mais ces perturbations hormonales consistent dans une réduction de la production de testostérone et de son efficacité de 15 à 20%. Oui, pas complète, pas du tout. J'entends chez l'homme normal. Oui. L'homme malade est tout à fait une affaire différente. Donc, est-ce que cette diminution de la testostérone libre ou totale dans sa modestie est capable d'être responsable des symptômes? Et surtout, est-ce que le traitement de ces hommes amène une amélioration? Ceci est tout à fait sujet à débat. Alors, dernier point, hormones et vieillissement, c'est un sujet énorme.
Et je voudrais éviter de tomber dans le biais de marketing qui est derrière tout ça, à savoir que le traitement de l'homme qui vieillit par les androgènes, c'est comme le traitement de la femme ménopausée, à savoir que ça va améliorer sa longévité et ça va lui permettre de mener une meilleure vie. Il n'y a aucune preuve pour ça. Alors, on va en parler, andropause en note, après une petite pause. À tout de suite. Say what? 7000 toxicomanes intraveineux en 1970, près de 200 000 en 1994. Un quart est contaminé par le virus du sida. Comment peut-on organiser la lutte? Produit de substitution, la méthadone est-elle la solution? Faut-il renforcer la répression vis-à-vis des consommateurs comme des trafiquants? Au contraire, doit-on dépénaliser l'usage des drogues douces? Doit-on réglementer le marché de l'offre? La marche du siècle ouvre le débat. Mercredi 20 avril, 20h45, sur France 3. L'andropause chez les hommes, la perte d'activité, la baisse de l'hormone mâle, quels effets, qu'est-ce qui se passe? Alors actuellement on est quand même dans une discussion de se dire au fond, est-ce que l'andropause est quelque chose de généralisé? À un moment donné de la vie, ça arrive évidemment, si c'est 80 ans, ça on peut le comprendre, mais là les témoignages que nous avons eus montrent que ce n'est pas seulement à 80 ans, mais beaucoup plus tôt que cela arrive. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, le docteur Philippe Bouchard qui a dit attention, je veux dire, l'andropause d'abord, bon, et ça c'est bien de le préciser, mais ça je crois qu'on l'avait, ce n'est pas effectivement la ménopause. Et deuxièmement, est-ce que véritablement c'est un phénomène assez généralisé pour dire que l'andropause existe pour tout le monde? Alors je vais demander au docteur Delinière, vous êtes endocrinologue vous à Necker, alors effectivement, andropause ou pas? Alors, moi je crois qu'on peut résumer la situation. On a vu un exemple de quelqu'un qui a probablement eu une andropause, un exemple de quelqu'un qui au moins à 52 ou 53 ans n'en a absolument aucune trace, et les deux existent. Ça veut dire que dans mon expérience à moi, cette baisse d'activité des androgènes est réelle. Chez probablement, c'est très approximatif, mais un peu plus de 50% de la population masculine à partir de la soixantaine, pas à 52 ans. Donc statistiquement, c'est quelque chose qui atteint, à mon avis, la majorité des gens. Et cette baisse d'androgènes, donc mesurée sur des critères objectifs, en dehors de tout ce qu'on peut raconter sur fatigue, sur troubles sexuels, donc mesurée à partir de critères de laboratoire précis, montre une diminution objective de la production d'androgènes. Alors cette fameuse testostérone descend à des taux qui sont en dessous des limites inférieures du laboratoire, ou juste à la limite inférieure du laboratoire. Et puis il y a un autre petit gag très surprenant, qui est la SHBG, c'est une protéine qui circule dans le sang et qui empêche la testostérone de fonctionner. Elle est basse chez les hommes, elle est élevée chez les femmes, et au cours du temps, elle augmente chez les hommes. Et elle atteint des taux féminins, c'est-à-dire qu'elle empêche cette testostérone en grande partie de fonctionner. Donc tant qu'on a dosé que l'un, que la testostérone totale, on peut se tromper. Quand on dose la testostérone plus cette SHBG, on a des évidences. Alors maintenant, on se dit, mais tout ça c'est psychologique, tout ça ça a été induit par l'environnement, il suffit de se prendre en main, etc. C'est certainement en partie vrai, n'empêche que quand vous faites des études en double aveugle, c'est-à-dire vous avez un placebo, un produit qui ne contient rien du tout, un produit qui contient un androgène, que vous mesurez des critères androgéniques précis, comme par exemple les érections automatiques, celles qu'on perçoit la nuit ou au petit matin en dehors de tout rapport sexuel. Ça a été fait, on a des documents objectifs. Placebo, les érections sont quasiment inexistantes. Produit actif, hop, les érections réapparaissent, et dans des délais extrêmement brefs, d'une huitaine de jours. Ça se mesure, c'est un computer qui fait ça, ça n'est pas quelque chose de subjectif ou qu'on peut inventer. Alors les produits actifs agissent, alors je voudrais qu'on parle maintenant des traitements, puisque traitement il y a. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne quand quelqu'un, Monsieur Palich, je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'on vous a ordonné, qu'est-ce que vous avez pris, notamment? Bien, avant de m'ordonner, on m'a fait une série d'examens extrêmement complets, de manière à mesurer ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire ce taux de testostérone qui était voisin de zéro et qui, à l'évidence, montrait la situation objective, si vous voulez. Donc, dans cet esprit, on a commencé un traitement donc, qui est un traitement à base de pilules. Une petite pilule pour commencer le matin, une à midi, 2 par jour. Donc, un traitement qui représentait l'équivalent de 5 francs par jour. Et au bout de 6 mois, nous avons fait, avec le médecin, une évaluation, si vous voulez, de la remontée de ces taux d'androgène qui a montré que la situation était en voie d'amélioration
Nous avons changé le dosage, on m'a imposé un dosage différent, et au bout d'un an, on est revenu un petit peu en arrière, donc ça n'a pas été quelque chose de fondamentalement précis au départ, mais ça a été fait sous stricte surveillance. Et là, et là, aujourd'hui, par exemple... Alors aujourd'hui, eh bien, je prends 3 pilules d'un androgène tous les jours, matin, midi et soir, avec, si vous voulez, la petite contrainte que ça peut signifier. Mais en dehors de cette pilule, je peux quand même dire que l'ensemble de la médication qu'on m'avait imposée avant a complètement disparu. Disons que j'en éprouve plus le besoin. Et vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez... Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Vous sentez un autre homme. Absolument. Alors pour dire effectivement que ça n'est pas la pierre philosophale, c'est-à-dire que le principe, je l'ai admis, si vous voulez, intellectuellement, je pense que ce n'est pas un problème de stopper un processus de vieillissement, c'est simplement de l'accompagner. Or, les examens ont mis en évidence un problème physiologique qui était une atrophie congénitale de la prostate, et qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de production d'hormones. D'où ce taux exagérément bas. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce problème pour moi est en voie de règlement. Je voudrais demander au docteur Lefebvre. Docteur Lefebvre, vous êtes gynécologue. Est-ce que vous, alors là on ne parle pas des femmes, on parle des hommes, et par rapport à cela, donc vous êtes pour le traitement, enfin vous pensez que de toute façon, quel que soit le processus, qu'est-ce que ce soit l'époque du processus, le traitement est nécessaire? Je ne sais pas s'il faut considérer que l'andropause correspond à la ménopause, mais en ce qui concerne la ménopause, ce n'est pas en soi une maladie, c'est un changement d'état. Et donc notre rôle à nous de médecins est d'écouter son patient, de l'accompagner et éventuellement d'équilibrer telle ou telle partie de ses déficits. Alors, d'une façon classique, actuellement, la ménopause, dans ce changement d'état, nécessite l'apport d'oestrogènes et de progestatifs, mais il n'y a pas deux ménopauses traitées de la même façon. Alors, en ce qui concerne l'andropause, je ne suis pas du tout étonné que monsieur me dise c'est un traitement extrêmement variable, parce que chez les patientes, c'est quelque chose de très variable en fonction des femmes, et chez une même femme, très variable dans le temps, bien entendu. Alors, docteur Harvey, ou docteur Debled, mais alors donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il y a quand même quelque chose. Il s'oppose. Le docteur Bouchard dit attention au traitement d'hormones. Vous avez dit, je ne veux pas que... il ne faut pas que ça passe pour quelque chose pour le marketing des hormones ou le marketing du traitement hormonal. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire qu'il y a une tendance aujourd'hui au traitement hormonal qui vous paraît défectueuse, qui vous paraît dangereuse? Ce que je veux dire, c'est que pendant qu'on fait cette émission, il y a sur d'autres plateaux de télévision des discussions sur le traitement de l'homme âgé par l'hormone de croissance, où on dit exactement la même chose. Aucun de ces deux traitements n'a réellement fait sa preuve. Il y a des intérêts financiers derrière cette proposition qui sont énormes. Et en ce qui concerne l'utilisation des androgènes, je voudrais répéter ce qu'a dit le docteur Jardin tout à l'heure, qui est parfaitement correct. En dehors d'un déficit de sécrétion androgénique démontré, il n'y a aucune indication à traiter les hommes par des androgènes, voire ça peut être dangereux. Et je mets en garde contre l'analyse des symptômes, tel que ça a été fait tout à l'heure, qui sont non spécifiques dans un grand nombre de cas et qui ne doivent pas faire donner un traitement sans preuve biologique. Et il est rare qu'on puisse mettre en évidence chez l'homme normal un déficit androgénique justiciable d'un traitement. Docteur Avis. Écoutez, je ne partage pas tout à fait l'avis de mon ami Bouchard. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont androposés. Mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il n'est pas question de parler d'andropause tant qu'on n'a pas un dosage de testostérone, et il n'est pas question de donner un traitement hormonal tant qu'on n'a pas fait faire, je veux dire, un dosage de testostérone. Parce que ce dosage de testostérone, c'est lui qui apporte, in fine, devant des symptômes peut-être évocateurs, mais non spécifiques. C'est lui qui fait le diagnostic. C'est lui qui fait le diagnostic, absolument. Alors, je dois dire d'ailleurs qu'il y a une grande discussion. J'ai une grande discussion, je ne sais pas si Bouchard en a aussi avec les laboratoires, c'est que on va faire un dosage dans un laboratoire, et puis à côté, on vous met les références des taux normaux. Et alors là, c'est tout à fait surprenant, parce qu'on voit que, en fonction de l'âge, on voit s'abaisser le taux dit normal. Alors qu'en fait, les laboratoires m'ont expliqué, ils ont pris 100 personnes, disons, entre 50 et 70 ans, par exemple,
Et puis, ils leur ont fait des dosages, et c'est ça qui leur sert pour définir un créneau. Bon. Mais ils apportent de l'eau à notre moulin, puisque quand vous voyez plancher de la normale 2,50, je veux dire, c'est pas vrai. Je veux dire, pour que... c'est peut-être un taux naturel, puisqu'on l'a dit... Oui, mais alors, en fait, si je comprends bien, moi, si je vous suis bien, c'est que c'est quand même extrêmement encore modulé, extrêmement flou, si je peux me permettre. Parce que vous dites vous-même, le taux normal, on ne le connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire, le taux normal? Non. Le taux normal, c'est le taux, disons le taux de l'adulte jeune, c'est-à-dire un créneau qui est entre 4 nanogrammes et 9 nanogrammes par millilitre. Si, non, le créneau, je veux dire, Oui, on connaît, oui. Le créneau normal, on le connaît. Oui, le normal, mais il y a effectivement un abaissement du taux de testostérone. Et on vous dit, mais votre taux de 2,50, au fond, il est tout à fait normal pour un homme de 60 ou 70 ans. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, parce que cet homme qui est à 2,50 à 60-70 ans, en fait, il se sent pas bien. Jean-Luc Millet, vous? Oui, mais justement, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on fait des analyses, si on a du cholestérol, un certain nombre de choses, bon, c'est peut-être dangereux pour la santé. Mais si moi j'ai moins de testostérone que la normale et que je me sente très bien, je pense que ça n'a aucune importance. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose qui atteint votre santé comme de l'albumine ou des choses comme ça. Oui, non, mais le problème, c'est que... Moi, j'ai envie de vivre très bien avec mes 2,50 grammes. Oui, mais Jean-Luc Millet, le problème, c'est qu'on ne se sent pas bien. Parce que si votre taux de testostérone baisse... Je suis curieux. Je voudrais poser 2 questions. Premièrement, je ne me suis pas fait faire cette année, mais je suis prêt tout à fait à aller voir M. Debled ou M. Harvis et qu'on me le fasse. Eh bien, écoutez, faites-le et on revient, on en parle. Absolument. Et deuxièmement, tout à l'heure, on parlait d'androgène. Ça, évidemment, c'est peut-être pas des expériences qu'on peut faire, mais à la place d'un placebo, si on met une jolie femme, ça peut très bien servir d'androgène. Et moi, je pense que là, c'est beaucoup moins dangereux. C'est plus cher, dit le docteur Linière. Oui, c'est pas pour qui, remarquez, mais... Oui. Je voudrais juste dire un mot sur l'absence de risque pour la santé qui n'est pas exacte statistiquement. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, toutes les enquêtes épidémiologiques qui nous décrivent l'homme à risque vasculaire, ce qui est le risque principal de mortalité pour un homme, cet homme est relativement hypogonadique, c'est-à-dire c'est notre fameux androposé. C'est celui qui a les taux de testostérone les plus bas dans la même tranche d'âge, qui va avoir les coronaires les plus bouchés, le plus mauvais HDL cholestérol, la plus mauvaise distribution du tissu adipeux à l'intérieur du ventre, le plus mauvais équilibre entre coagulation et fibrinolyse. Et ça vient du monde entier, qu'on soit américain, qu'on soit canadien, qu'on soit finlandais. Tout le monde retrouve les mêmes... Il y a de vrais risques, quoi. Ce n'est pas une histoire de zizi, ce n'est pas une histoire de bien dormir ou de pas dormir, ça devient, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur nos chaises indifférents, ça devient un problème de santé publique qui pourrait être très important. Je ne voudrais pas qu'on reste avec l'idée que c'est des petits symptômes subjectifs, où on dort plus ou moins bien, on est plus ou moins énervé. Si jamais ça a un intérêt, et il est très probable que ça en a un, ça sera un problème de santé publique exactement comme pour la ménopause. La ménopause est bouffée de chaleur, bon c'est bien désagréable, mais le problème principal c'est l'ostéoporose et le risque vasculaire, et pour l'homme c'est en train de devenir exactement la même chose. C'est pour ça que de plus en plus d'équipes s'intéressent à ce problème. Oui c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on l'a traité très longtemps, l'andropause, comme quelque chose qui existait ou n'existait pas, mais qui était un problème très secondaire. Vous semblez dire aujourd'hui que, attention, ça s'accompagne à de vrais risques. Ça pourrait s'accompagner. Docteur Blanchard, vous n'êtes pas d'accord? Je sens un sourire sceptique illuminer votre... Non, pas de sourire sceptique. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien différencier l'homme qui a un déficit certain en testostérone et celui qui n'en a pas. C'est 2 circonstances différentes. L'homme qui a un hypogonadisme, parce qu'il a une maladie hypophysaire ou testiculaire, a effectivement une ostéoporose qui apparaît, c'est tout à fait clair, il faut le traiter, il sera mieux sous traitement. C'est très différent de l'homme normal. Et je voudrais juste ajouter un point à ce que disait le professeur Harvis tout à l'heure, c'est que mesurer la testostérone dans le sang, ce n'est pas une chose facile, parce que la sécrétion de testostérone chez l'homme est un phénomène épisodique, qui intervient à peu près toutes les 120 minutes. Il y a un pulse de sécrétion qu'on peut mesurer dans le sang. Si vous vous placez entre les 2 pulses de sécrétion, vous pouvez trouver un taux qui est légèrement infranormal. Donc chacun peut dire ce qu'il veut à partir des dosages sanguins. Compliqué, disons. Oui, c'est compliqué. Très compliqué, donc, ça. Pour faire un diagnostic de déficit en il faut être là tous les 120 minutes, quoi. Il faut faire plusieurs prélèvements et... D'accord. Mais je suppose que c'est fait, ça, oui, docteur Debled. Je ne partage pas votre avis. La différence, si vous voulez, que l'on pourrait évoquer, va toujours concerner des mots et un problème de communication. À partir du moment où un phénomène est suffisamment complexe comme l'andropause
et qu'il faut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est? L'andropause, nous l'avons dit, c'est une diminution de l'activité sexuelle chez l'homme âgé, mais avec des symptômes de fonte musculaire, de dégénérescence des os, d'altération du cerveau qui se décompose, du cœur qui travaille moins bien. Et M. de Linière l'a très bien dit, ces travaux sont vraiment très importants dans ce domaine. C'est une base de la suppléance pardon, des non mais ça on l'a dit. Ce que je veux dire, c'est que vous vous différenciez sur le mode... Sur le mode de traitement. Sur le mode de traitement. On traite par des androgènes. Ces androgènes, bien sûr, ils sont donnés soit en comprimé, soit en gel, soit en injection. Il y a différents modèles. Mais pour définir la base du traitement, il y a moyen, très scientifiquement, très simplement, de doser non seulement la testostérone, mais les hormones qui contrôlent cette testostérone, les sous-produits de la testostérone, les sous-produits de ces sous-produits. Ce qui fait évidemment un bilan assez complexe. Donc on peut se faire traiter sans danger, vous dites, là-dessus. On peut se faire... Alors ça, je suis absolument formel. Ces traitements, je les fais depuis 20 ans. Et au début, je les faisais, comme nous les faisions tous, un petit peu au pifomètre, sur la clinique, parce qu'il fallait bien. Puis ensuite, on a eu les taux dans le sang. Ça a fait progresser le problème. Et n'oubliez pas qu'il y a quelques années, l'andropause, elle n'existait pas avant qu'on ait écrit les premiers livres sur ce sujet. Et maintenant, il y a moyen, en étudiant les hormones de commande cérébrale qui agissent sur les testicules, les sous-produits l'on retrouve dans les urines de 24 heures, eh bien, si vous étudiez tous ces sous-produits, donc il y a une chaîne de production, vous voyez qu'elle est en ordre ou pas. Alors, si cette chaîne de production est en ordre, votre production est normale. Je ne parle pas en termes de taux de testostérone, je parle en termes de production journalière. Donc vous voulez dire qu'à ce moment-là, ce sont d'autres problèmes qui jouent, s'il y a fatigue et autres, que ce sont des problèmes psychologiques ou d'autres. D'ailleurs, il y a, comme vous disiez, le généraliste, il y a 25 causes. Il y a 100, il y a 1000 causes. Il y a 1000 causes. Mais vous pourrez définir avec précision que vous êtes en andropause ou non, parce que votre chaîne de production hormonale et de sous-produits est normale ou pas. Donc, il y a, si vous voulez, un quadrillage des preuves et des contre-preuves. La preuve par Donc, l'andropause existe, vous l'avez rencontré. Voilà. D'accord. Juste un mot. Je voudrais simplement rajouter quelque chose, car il y a une idée très répandue chez les médecins et dans le public que le fait de donner de l'hormone, ça donne le cancer de la prostate. Eh bien, c'est faux. J'ai fait, il y a 2 ans, une revue de la littérature extrêmement complète. J'ai trouvé en tout et pour tout 6 cancers de prostate découverts dans les suites d'un traitement par androgène. Et il y a une expérimentation à l'heure actuelle de grandeur nature qui est ceux des bodybuilding. D'accord, c'est noté. Ça ne donne pas le cancer de la prostate. Tout à fait. Maintenant, allez-y, mais faites quand même très attention, bien sûr. Merci. Nous allons faire une révolution. Maintenant, vous êtes avec nous. Ce printemps-là, au Portugal, les militaires font la révolution.